Je m'appelle Sophia Hartfield, 32 ans. Et j'étais là, en train de fouiller dans une poubelle à l'arrière d'un manoir abandonné, lorsqu'une femme impeccablement habillée, vêtue d'un costume de créateur, est apparue de nulle part. Il s'est arrêté à quelques pas, avec une élégance qui contrastait avec mon triste état, et m'a demandé, « Êtes-vous Sophia Hartfield ?» J'étais paralysée, les doigts agrippés aux pieds cassés d'une chaise antique, les mains couvertes de terre, alors que les paroles cruelles de mon ex-mari, prononcées 3 mois plus tôt, résonnaient dans ma tête. Personne ne voudra d'une femme sans le sou et sans abri comme vous. J'avais ri à l'époque, mais maintenant, jusqu'aux genoux dans les meubles abandonnés, je pouvais presque l'entendre à nouveau se moquer de moi parce que je cherchais un trésor à l'aube. Je me suis levée du conteneur, essayant de nettoyer ce que je pouvais de mon jean usé. C'est moi, répondis-je sèchement. Si vous demandez quelque chose, tout ce que j'ai à vous offrir, c'est ce pied de chaise. Un léger sourire courba ses lèvres. Je m'appelle Victoria Chen, avocate en charge de la succession de Theodore Hartfield. Ma poitrine se serra. Oncle Theodore. L'homme qui m'a accueilli après le décès de mes parents, qui a nourri ma passion pour l'architecture, mais qui m'a tourné le dos quand, il y a 10 ans, j'ai choisi l'amour plutôt que la carrière. Sa voix restait ferme, votre grand-oncle est décédé il y a 6 semaines. Il vous a laissé comme seul héritier de l'ensemble de sa succession. Le monde s'est arrêté. Si vous regardez ceci en ce moment, dites-moi où vous êtes et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été au plus bas, sur le point de recevoir quelque chose qui ressemble à un miracle. Parce que vous voudrez savoir comment se déroule cette histoire. 3 mois plus tôt, je faisais encore partie de la classe moyenne aisée. Elle avait un mari, une maison et un diplôme d'architecture rangé dans un tiroir. Richard, mon ex, a insisté sur le fait que je n'avais pas besoin de travailler. Je gagne assez pour nous deux, a-t-il déclaré. Pas par générosité, mais par incontrôlable. Quand j'ai découvert sa liaison avec sa secrétaire, tout s'est écroulé du jour au lendemain. Le divorce a été une sale bataille. Il avait les meilleurs avocats que l'argent pouvait acheter. J'ai eu le bureau du défenseur public et le désespoir. Il gardait la maison, les voitures et les économies. Je suis partie avec une valise et l'amère connaissance que le contrat de mariage ne m'avait laissé rien. Ces derniers mots piquaient encore, bonne chance pour trouver quelqu'un qui veut des restes cassés. Depuis, j'ai survécu en collectant des meubles abandonnés, en les restaurant dans un entrepôt loué et en vendant ce que je pouvais trouver en ligne. Ce n'était pas glamour, mais c'était ma façon de résister, de conserver un semblant de dignité. Victoria fit un geste vers une Mercedes noire immaculée. Peut-être pourrions-nous poursuivre cette conversation dans un endroit plus approprié. J'ai regardé mon sale reflet dans la vitre de la voiture. Je ne suis pas exactement habillée pour ça. Vous êtes l'héritière d'une fortune de 50 millions de dollars, répondit-elle avec une calme certitude. La voiture survit un peu à la poussière. 50 millions? Les mots flottaient dans l'air comme un deuxième battement de cœur. Le nombre n'avait à peine aucun sens alors que je la suivais, stupéfaite et silencieuse. À l'intérieur de la voiture, Victoria m'a tendu un dossier alors que la ville devenait floue devant la vitre. Votre oncle vous a laissé sa résidence de Manhattan, sa collection de Ferrari, un portefeuille de propriétés génératrices de revenus et la majorité des actions de Hartfield Architectura. L'entreprise est évaluée à environ 47 millions d'euros. Mes yeux se sont fixés sur les photos contenues dans le dossier. La même maison de ville que j'avais admirée des années auparavant dans Architectural Digest. Le domaine Hartfield, le chef-d'œuvre de mon oncle. 5 étages au charme victorien mêlé à un design moderne impeccable. Il doit y avoir une erreur, marmonnai-je. Il m'a exclu de sa vie il y a 10 ans. La voix de Victoria s'adoucit. Il n'a jamais changé son testament, Madame Hartfield. Vous avez toujours été son seul héritier. Mais il y a une condition. Bien sûr que oui, soupirai-je. Qu'est-ce que c'est? Vous devez assumer le rôle de PDG de Hartfield Architectura dans un délai de 30 jours et le conserver pendant au moins 1 an. Si vous refusez ou ne vous conformez pas, l'intégralité de l'héritage reviendra à l'American Institute of Architects. Un rire creux m'échappa. Je n'ai jamais travaillé un seul jour en tant qu'architecte.
J'ai obtenu mon diplôme à 21 ans, je me suis mariée à 22 ans. Mon mari pensait que mon diplôme n'était qu'un joli passe-temps. Le regard de Victoria rencontra le mien. Votre oncle croyait que vous finiriez par reprendre votre chemin. C'était sa façon de s'en assurer. La voiture s'est arrêtée devant un hôtel de charme. Tu passeras la nuit ici, poursuivit-elle. Demain, nous nous envolons pour New York pour rencontrer le conseil. Vous avez 29 jours pour vous décider. J'ai regardé le dossier, plein de photos de la vie dont j'avais rêvé autrefois, du chemin que j'avais changé pour un mariage qui ne m'avait laissé rien. La vie que mon oncle Théodore voulait pour moi. J'accepte, dis-je doucement. Excellent, répondit Victoria avec un petit sourire. Nous partons à 8 heures. Prenez peu. Tout ce dont vous avez besoin vous sera fourni. J'ai jeté un coup d'œil au sac poubelle dans le coffre, contenant les restes de mon existence. Faites-moi confiance, murmurai-je. Voyager léger ne sera pas un problème. La chambre d'hôtel me semblait irréelle, un luxe que je n'avais pas vu depuis des mois. Alors que je nettoyais les dernières traces de saleté sous mes ongles, mon reflet me regardait. Joues enfoncées, yeux fatigués, cheveux emmêlés. C'était ce qui restait après avoir aimé Richard. Je repensais à l'époque où j'avais 21 ans, en dernière année d'école d'architecture. Il avait 32 ans, confiant, charismatique, déjà établi. Nous nous sommes rencontrés lors de mon exposition en galerie, où mon projet de centre communautaire durable a remporté la première place. La fierté de mon oncle ce soir-là était indubitable. Vous changerez le monde, m'avait-il dit un jour, avec une conviction qui ne laissait aucun doute. L'année prochaine, vous viendrez travailler avec moi dans l'entreprise. Ensemble, nous marquerons l'histoire. Richard avait entendu cette conversation. Puis il s'approcha, charmant et confiant, vantant mes projets et m'invitant à dîner. 6 mois plus tard, nous étions fiancés. 2 mois plus tard, mariés. Mon oncle a refusé d'aller au mariage. Vous faites une terrible erreur, a-t-il prévenu au téléphone. Cet homme ne veut pas de partenaire. Il veut un ornement. Vous vous construisez une cage dorée. J'étais indigné, naïf et follement amoureux. Tu es jaloux. Je choisis ma propre vie, rétorquai-je. Non, répondit-il doucement. Je suis dévasté que tu abandonnes l'avenir pour lequel tu t'es battu. Mais tu es un adulte. C'est ton choix de le ruiner. Après cela, silence. Aucun retour d'appel, aucune réponse à mes cartes de Noël. Même le jour de son 80e anniversaire, il n'avait pas envie de me parler. Surtout quand j'en avais le plus besoin. Dès le début, le contrôle de Richard s'est progressivement installé. Tout d'abord, il m'a suggéré de prendre un peu de temps avant de chercher un emploi. Puis il m'a demandé pourquoi je passerais l'examen de licence. Vous n'avez pas besoin de ce genre de stress, a-t-il déclaré. Quand j'ai commencé à faire de petits projets indépendants, des ajouts à des amis, il a commodément organisé des voyages soudains, me laissant courir jusqu'à ce que j'abandonne définitivement. Ma rébellion silencieuse était les nuits d'études, les cours en ligne, les magazines d'architecture, les conférences enregistrées pendant son absence. Il a rempli carnet après carnet de croquis de bâtiments qui ne sortiraient jamais du papier. Des visions destinées à rester seulement dans l'encre et l'imagination. Jusqu'au jour où il les a retrouvées. Comme c'est mignon, commença-t-il à dire, avant que son expression ne change. Parce que cela signifie que vous êtes sur le point de voir ce qui se passe lorsqu'une femme décide d'arrêter de rétrécir. La voiture a glissé à travers la ville comme une lame, traversant l'air épais des attentes qui pesaient déjà sur mes épaules avant même que j'entre dans la salle de réunion. Victoria, à côté de moi, ajustait ses lunettes avec une précision chirurgicale. Chacun de ses mouvements était calculé, comme si elle réorganisait les pièces d'un tableau dont j'étais la nouvelle reine rougissante. Et les reines ne demandent pas la permission d'occuper le trône. Ils vont essayer de vous intimider avec des chiffres, dit-elle sans quitter la tablette des yeux. Laissez-les. Vous avez quelque chose qu'aucun d'entre eux n'a, le sang de Théodore dans vos veines et sa signature sur chaque projet que cette entreprise a jamais touché. Ils ont peut-être des MBA et des relations, mais vous avez un héritage.
La porte de l'ascenseur s'ouvrait directement sur le 30e étage, où le logo Artfield Architecture brillait en or sur du marbre noir. L'espace était une déclaration silencieuse de puissance, des lignes épurées, des matériaux qui respiraient le luxe sans crier, une lumière naturelle filtrant à travers comme si le bâtiment lui-même savait qu'il abritait quelque chose d'historique. Ou un massacre professionnel. La secrétaire de la réception leva les yeux, et, pendant une seconde, son masque d'efficacité vacilla. Pas pour moi, mais pour ce que je représentais, la fille prodigue que personne ne s'attendait à voir revenir. Encore moins pour réclamer ce qui vous revenait de droit. La salle de réunion est prête, mademoiselle Hartfield, dit-elle d'une voix un peu plus haute que d'habitude. Le petit déjeuner aussi. Monsieur Sterling nous a demandé de vous dire qu'il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Jacob était déjà à l'intérieur, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, alors qu'il observait la ville comme s'il s'agissait d'une carte de bataille. Les autres membres du conseil étaient assis, certains feuilletant des dossiers avec une indifférence étudiée, d'autres échangeant des regards qui n'avaient pas besoin de mots pour exprimer. Pour qui se prend elle? Jusqu'à ce qu'il me voie. Le silence qui suivit fut si épais qu'on aurait pu le couper avec la lame d'un cutter. Un homme aux cheveux gris, Walter Something, directeur financier, selon les notes de Victoria, tenait le stylo trop fort, comme s'il envisageait de l'utiliser comme une arme. Une femme en costume Chanel croisa les bras, ses lèvres rouges formant une ligne sévère. Judith Langlais. Responsable des relations publiques. J'aimais mon oncle. Déteste les surprises. Jacob se tourna et pour la première fois, je remarquai la cicatrice à peine visible au-dessus de son sourcil gauche. Un homme qui n'a pas peur de se battre. Son sourire était minime, presque imperceptible, mais ses yeux brillaient de quelque chose qui n'était pas le bienvenu. C'était une reconnaissance. Sophia, dit-il en désignant la chaise en bout de table. Votre place. Je n'ai pas attendu d'invitation. Je m'y dirigeai, les talons traînant sur le parquet de chêne comme pour marquer mon territoire. Chaque pas faisait l'écho à ce que disait mon oncle, l'architecture, ce n'est pas occuper de l'espace, c'est le contrôler. Quand je me suis assis, toute la table semblait pencher vers moi. Messieurs, commençai-je sans ouvrir le dossier que Margaret m'avait préparé. Gagnons du temps. Je ne suis pas là pour être l'héritière symbolique qui signe des papiers et sourit pour les photos. Je suis ici parce que Theodore Hartfield a bâti cet empire sur la conviction que les bâtiments devaient servir les gens, pas les égaux. Et d'après ce que j'ai vu ces 10 dernières minutes, vous l'avez oublié. Judith a ouvert la bouche, mais je l'ai fermée avant qu'elle ne puisse laisser échapper sa première barbe. Hartfield Architecture n'est pas un fonds d'investissement avec une jolie façade. C'est un héritage. Et les héritages ne se diluent pas dans les réunions de conseil d'administration où votre plus grand talent semble démanteler ce que vous n'avez pas compris comment construire. Walter pâlit. Un homme à côté de lui, Mark Something, directeur des opérations, déglutit difficilement. Jacob ne cligna pas des yeux. « Et quelle est ta proposition, Sophia ?» demanda-t-il d'une voix douce mais tranchante. « Si ce n'est pas à vendre, qu'est-ce que c'est ?» Sourire. Pas le sourire poli d'une hôtesse, mais le sourire de quelqu'un qui a enfin les bonnes cartes en main. Reconstruisons. Littéralement. À commencer par le projet que mon oncle a laissé inachevé, celui que vous avez classé comme irréalisable, il y a 2 ans. Le centre communautaire de Brooklyn. Avec une énergie solaire intégrée, des jardins verticaux et des espaces qui servent véritablement la communauté, pas seulement les actionnaires. Le silence était si brusque qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières. « Tu ne peux pas être sérieux », cracha Judith. « Ce projet est un gouffre financier. » Théodore l'a reporté pour une raison. « Non », corrigeai-je en m'adossant au dossier de la chaise. Il l'a reporté parce qu'il attendait que la bonne personne me dirige. Leurs regards ressemblaient à des couteaux, mais j'avais déjà été poignardé par des maîtres. Richard m'a appris que la douleur est temporaire. Le pouvoir est éternel. Et cette personne, continuai-je en ouvrant enfin le dossier et en glissant un croquis sur la table, c'est moi. Margaret m'a supplié de ne pas intervenir. Elle doit apprendre par elle-même, a-t-elle déclaré.
Comme si je ne savais pas que certains cours laissent trop de cicatrices. Mais je n'ai jamais arrêté de regarder. Chaque projet que vous avez abandonné, chaque idée que vous avez enterrée de peur d'être trop appelée, j'ai gardé. Parce que j'ai connu Sophia qui dessinait des villes entières en marge de ses cahiers d'écolier. Celui qui discutait avec les professeurs sur l'éthique du béton armé à l'âge de 15 ans. Celui qui m'a un jour regardé dans les yeux et m'a dit, un jour, je vais construire quelque chose qui donnera aux gens l'impression que le monde a encore de la magie. Et puis tu as disparu. Pas vraiment, bien sûr. Vous venez de cesser d'exister pour vous. Il est devenu l'ombre d'un homme qui collectionnait les trophées, y compris vous. Et moi, fier idiot, j'espérais que tu te souviennes de qui tu étais. Jusqu'à ce que la nouvelle du divorce arrive, et avec elle, la photo qui m'a presque brisée, vous sortant d'une salle d'audience, les épaules voûtées comme si vous portiez le poids de chaque mot qu'il utilisait pour vous rabaisser. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à préparer ça. Le dossier entre vos mains n'est pas que du papier. C'est une déclaration de guerre. Contre eux, contre le temps perdu, contre la version de vous qui vous croyait petit. À l'intérieur, vous trouverez les contrats révisés des clauses que j'ai écrites moi-même pour protéger leur autorité. Car Michael peut renifler, mais légalement, il ne peut pas vous arrêter. 2. Les projets que vous avez oubliés, ceux que vous avez dessinés à 3 heures du matin alors que vous pensiez que personne ne vous regardait. Je les ai scannés. Tous. 3. Une liste de non-architectes, ingénieurs, clients qu'il a refusés parce que vous n'étiez pas prêt. Ils attendent votre signal. 4. Et ça. Il fit glisser une carte de visite sur la table, usée sur les bords. Elena Vasquez, directrice des acquisitions Greenway Développement. Au dos, une note manuscrite, quand elle sera prête. Seulement elle. Greenway est le plus grand développeur de projets durables sur la côte, a expliqué Jacob, des années plus tard, lorsque je lui ai montré la carte. Théodore les a courtisés pendant une décennie. Il ne travaille que sur des visions, pas sur des CV. Et pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Parce que Jacob hésita, comme s'il choisissait soigneusement ses mots, il voulait que tu prennes la place, pas que tu la lui cèdes. Théodore croyait que le pouvoir ne se gagne pas, ne se mérite pas. J'ai fermé mes doigts autour de la carte. Le papier était épais, presque gratté. Comme la voix de mon oncle quand il était très sérieux. La magie ne se demande pas, Sophia. Elle se vole. Et c'est là que j'ai compris, il ne me léguait pas d'héritage. Cela me rendait mes propres armes. Le poids du marqueur encore chaud entre mes doigts, j'ai regardé la trace de peinture que j'avais laissée sur le tableau blanc. Ce n'était pas que des lignes. C'étaient des cicatrices, des promesses, la preuve que certaines choses ne naissent que lorsqu'on est obligé d'improviser. Quelqu'un a fouillé mes dossiers, dis-je, plus pour moi-même que pour Jacob. Ce n'était pas une question. C'était le son d'une pièce qui se mettait enfin en place. Il croisa les bras, son visage était un masque de calme professionnel, mais ses yeux brûlaient de la même fureur que je sentais bouillir sous ma peau. Car Michael, confirma-t-il doucement. Je l'ai vu quitter votre bureau hier soir. Il a dit qu'il cherchait des références de projet. Comme si vous laissiez traîner quelque chose d'aussi critique. Un rire sec s'échappa de mes lèvres. Bien sûr. Parce que des hommes comme Richard comme Carl Michael ont toujours sous-estimé ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils pensaient que le talent était quelque chose qui pouvait être volé, et non quelque chose qui pouvait être acquis avec ses propres mains tachées de graffiti et ses nuits blanches. Ils voulaient me voir échouer, dis-je en passant mes doigts sur le tableau, où la peinture brillait encore mouillée. J'ai voulu me réduire à une héritière tremblante, dépendante de jolies glissades. Mais il a oublié une chose. Jacob haussa un sourcil. Que j'ai déjà échoué. Et c'est exactement ce qui m'a appris à n'avoir besoin d'autre chose que de ma propre voix. Le silence entre nous était chargé, presque physique. Puis il sourit pas ce sourire poli de rencontre, mais quelque chose de tranchant, presque prédateur. Théodore disait que les meilleurs architectes ne construisent pas de murs. Ils construisent des pièges. J'ai pris du recul, admirant le chaos organisé dans le tableau. Ce n'était pas parfait. C'était mieux que ça.
C'était réel. Alors donnons à Carmichael exactement ce qu'il mérite, répondis-je, préparant déjà mon prochain mouvement dans mon esprit. Une leçon de fondation. Parce que lorsque vous essayez de renverser quelqu'un qui a déjà appris à retomber sur ses pieds, j'ai fait une pause, savourant les mots, vous finissez par jeter les bases de votre propre chute. Jacob rit, un sang rare et authentique. Vous êtes plus Hartfield qu'il ne l'a jamais été. Et c'était vrai. Non pas à cause de son nom de famille, mais à cause de la férocité avec laquelle je comprenais désormais l'héritage que Théodore m'avait laissé, le droit d'être impitoyable. Envoyez-le chercher, ordonnai-je en prenant mon téléphone. Et préparez les contrats de rupture. Aujourd'hui. Car certaines structures n'ont pas été faites pour être rénovées. On les a fait s'effondrer. L'air qu'il respirait. Et je ne l'avais pas vu. Cela n'avait aucun sens. Parce que lorsque vous vous noyez, vous ne remarquez pas les mains qui tentent de vous tirer à la surface, vous ne voyez que l'obscurité qui vous entoure. Margaret tendit la main, mais ne voulut pas prendre le journal. Ses doigts, ridés par le temps, reposaient sur les miens, les serrant avec une force qui démentait son apparence fragile. Il t'aimait plus que tu n'as jamais su te détester, sa voix était basse, rauque avec une émotion contenue. Et ça, ma chère, c'est la seule chose que Richard n'a jamais réussi à t'enlever. Le poids de ces mots fut comme un coup porté à la poitrine. Parce qu'elle avait raison. Théodore m'avait aimé avec une obstination qui défiait la logique, tandis que je m'étais laissé convaincre que je ne méritais rien de plus que les miettes que Richard me jetait aux pieds. Il savait, murmurai-je, passant mes doigts sur les pages comme si je pouvais toucher le passé. Je savais que je reviendrais. Non seulement je reviendrais, corrigea Margaret avec un sourire triste. Je savais que tu reconstruirais. Que ce n'était qu'une question de temps avant que tu te rappelles qui tu étais vraiment. J'ai fermé le journal avec un claquement sec. La douleur était toujours là, lancinante, mais désormais mêlée à quelque chose de plus fort, une colère froide et précise, dirigée non pas contre Théodore, ni contre Jacob, ni contre le destin, mais contre moi-même. Pour avoir mis si longtemps. Pour les avoir laissés me convaincre que ma voix ne méritait pas d'être entendue. Et si je n'étais pas revenu? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse? Margaret n'a pas hésité. Il aurait laissé le studio vide. Avec les fenêtres ouvertes, la table propre et une seule plante dans le pot cette orchidée que vous aimiez tant. Parce que Théodore Hartfield n'a pas construit de prison. Porte construite. Et toi, Sophia, tu as toujours été la seule à détenir la clé. Le silence qui suivit fut chargé. Dehors, la ville palpitait, indifférente aux révolutions personnelles qui se déroulaient à l'intérieur de ce bureau. Mais je n'étais plus la même personne qui y était entrée quelques heures auparavant. Je dois passer un appel, dis-je en me levant avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Victoria a répondu à la première sonnerie. Les papiers du divorce, ai-je ordonné, sans préambule. Je veux qu'il soit terminé d'ici la fin de la semaine. Aucune concession. Aucune négociation. Et quand Richard signera, je veux qu'il sache que c'est moi qui ai dicté les conditions. Une pause. Puis, la voix sèche de l'avocat. Considérez. Mais il y a un détail, Sophia. Il réclame une audience. Il dit que vous n'avez pas les conditions émotionnelles pour diriger l'entreprise. Sourire. Pas un gentil sourire. Un sourire qui promettait une tempête. Excellent. Il va donc apprendre, juste devant moi, ce qui se passe quand on sous-estime à Hartfield. J'ai raccroché. Margaret me regardait avec des yeux brillants. Tu vas avoir besoin de quelque chose à porter, commenta-t-elle en désignant ma garde-robe. Quelque chose qui dit reine, pas survivante. J'ai ouvert les portes du placard et j'ai sorti les vêtements que Richard avait choisis pour moi, les costumes gris, les cols roulés, les robes qui cacheraient plus qu'elles ne révéleraient. En bas, accroché à un cintre en bois sombre, se trouvait ce que je cherchais, un costume bleu marine, impeccablement coupé, avec des lignes si pointues qu'elles semblaient dessinées par une lame. Le même que j'avais utilisé à 22 ans, lorsque j'avais présenté mon premier projet solo au conseil. Le même que Théodore m'avait offert en cadeau, avec une note,
pour quand tu décideras de conquérir le monde. Et tu le feras. Celui-ci, dit-il en passant ses doigts dans le tissu. Celui-ci fera l'affaire. Parce que certaines batailles ne se gagnent pas avec des mots. Ils s'obtiennent avec une armure. Et toi, murmura-t-il en se rapprochant jusqu'à ce que la chaleur de son corps traverse l'air froid entre nous, tu es radieuse. Ce n'était pas un éloge vide de sens. C'était l'observation de quelqu'un qui avait vu chaque couche de moi se reconstruire, brique par brique, après l'incendie. Jacob connaissait mieux que moi le poids de mes cicatrices, car alors que j'essayais encore de cacher les fissures, il les considérait comme faisant partie du dessin. Emma, dis-je en acceptant le verre de vin qu'elle m'a offert, m'a appelé son mentor aujourd'hui. Le mot sonnait étrangement sur mes lèvres, comme un titre que je ne méritais pas encore. Elle ne sait pas que j'improvise tout le temps. Tout le monde l'est, répondit Jacob, ses doigts effleurant les miens sans hâte, sans demande. La différence est que vous donnez l'impression que cela est intentionnel. Le rire de Mélissa résonna dans la pièce, trop fort, brisant le moment. Mais ses yeux restaient fixés sur les miens, sérieux, comme si nous étions seuls dans le tumulte. Sophia, dit-il doucement, comme pour tester le son de mon nom pendant ces secondes suspendues. Je ne peux plus prétendre que cela, fit-il un geste entre nous, n'est que professionnel. Son cœur battait si fort qu'il couvrait presque le bruit de la fête. Parce que je ne pouvais pas le supporter non plus. Parce que chaque regard échangé dans les couloirs, chaque rire contenu dans les réunions, chaque fois qu'il ajustait mon porte-mine sur le presse-papier comme excuse pour toucher ma main, était un feuillant qui consumait la dernière excuse qui me restait. Alors ne fais pas semblant, répondis-je. Et quand ses lèvres rencontrèrent les miennes, ce n'était pas un baiser de fête d'entreprise. C'était le saut d'un pacte qui existait déjà depuis des mois, nous l'avons construit ensemble. Il n'y avait pas de précipitation, pas de promesses creuses, juste la certitude que, pour la première fois, je n'étais pas seule au conseil d'administration. Quelqu'un siffla au loin. Jacob s'écarta suffisamment pour sourire contre ma bouche. Je pense que nous venons de donner à Mélissa le potin de l'année. On se fout de Mélissa, marmonnai-je en le tirant en arrière. Elle a déjà assez de provisions pour 3 verres. Mais lorsque nous nous sommes séparés, c'était avec la conscience que le monde ne s'était pas arrêté. Au contraire, tout semblait désormais plus net, comme si la mise au point avait été ajustée après des années de flou. La musique, les voix et même l'éclat des verres en cristal ont pris une nouvelle dimension. Allons-y, proposai-je en lui prenant la main. Avant que quiconque ne demande un discours. Jacob ne l'a pas remis en question. Il n'était pas du genre à avoir besoin d'explications quand l'instinct parlait plus fort que la raison. Nous sommes partis par le couloir du fond, où le silence était si épais que nous entendions le grincement de nos chaussures sur le marbre. « Où aller ?» a-t-il demandé, alors que je tapais un rapide message au chauffeur. « Au seul endroit qui a du sens, répondis-je en le regardant. « Maison. Pas le manoir Hartfield, avec ses fantômes et ses souvenirs encadrés. Pas mon appartement impersonnel, choisi par commodité après le divorce. Mais la maison, celle que Théodore m'avait laissée dans les collines, avec des fenêtres surdimensionnées et un studio vide attendant quelque chose de nouveau. La voiture nous a emmenés en silence, tandis que la ville défilait dehors comme un film au ralenti. Jacob ne m'a pas lâché la main, même une seule fois. Et quand nous sommes arrivés, alors que la lune traversait le ciel comme une lame d'acier, il n'a pas demandé la permission d'entrer. Parce qu'on le savait déjà, il n'est pas nécessaire de frapper certaines portes. Ayez juste le courage de tourner la poignée. Emma hésita, comme si le nom lui brûlait le bout de la langue. Il a dit qu'il ne voulait que 5 minutes. Que c'est important. L'air est devenu lourd. Non pas à cause de la menace parce qu'après tout, Richard n'était qu'un écho d'un passé qui ne me définissait plus mais à cause de l'audace. Cet homme, qui m'avait autrefois convaincu que ma place était dans les coulisses, implorait désormais l'attention sous les projecteurs que j'avais conquis. Jacob croisa les bras, la mâchoire tendue. Il n'a aucune honte. Je me levai, les doigts effleurant le bureau en chêne que Théodore avait choisi pour ce bureau. Non. Il n'accepte tout simplement pas qu'il est perdu. Emma tenait toujours le téléphone, incertaine. Que veux-tu que je fasse ? Ignorez-le. Et s'il insiste,
envoyez-le au service juridique. Ma voix n'a pas tremblé. Richard Foster n'a plus de pouvoir ici. Ni sur moi, ni sur cette entreprise. Elle hocha la tête, soulagée, et partit. Jacob attendit que la porte se ferme avant de se tourner vers moi. « Est-ce que tu vas bien ?» J'ai souri, pas le sourire poli que j'avais appris à utiliser comme armure, mais un vrai sourire, presque surpris. Je le suis. Parce que pour une fois, je ne me demande pas si je mérite d'être ici. Je le sais. Il m'a rapproché, ses doigts enroulés autour de ma taille. C'est tout ce qu'il n'a jamais compris. Tu n'as pas besoin de permission pour briller. Et c'était vrai. La Sophia Richard aurait tremblé. J'en aurais douté. Il aurait rétréci, comme il l'avait toujours voulu. Mais cette Sophia n'existait plus. Cet après-midi-là, alors que le soleil tapait sur les fenêtres du 20e étage, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un email à toute l'équipe. Sujet, à propos des limites et du respect. Récemment, certains d'entre vous ont peut-être été contactés par des personnes de mon passé. Je tiens à être clair, cette entreprise est un espace d'innovation, pas de tolérance envers quiconque ne respecte pas nos valeurs. Si quelqu'un, client, ex-partenaire ou qui que ce soit, franchit cette ligne, veuillez le signaler à moi ou au RH. Nous ne justifierons pas, nous ne négocierons pas. Nous protégeons ce que nous avons construit. Envoyer cet email, c'était comme fermer une porte qui grinçait depuis des années. Pas avec colère, mais avec une calme certitude, certaines histoires ne méritent pas de suite. Jacob a lu par-dessus mon épaule et a ri doucement. Je pense que Richard vient de réaliser qu'il a perdu pour de bon. Je me tournai vers lui, mes doigts joints avec le revers de sa veste. Il l'a perdu le jour où il a signé les papiers du divorce. Il n'a tout simplement pas eu le courage de l'admettre. Et puis, parce que la vie est faite de contrastes et que je n'étais plus l'otage du passé, j'ai attrapé son visage et je l'ai embrassé longuement, lentement, comme quelqu'un savourant une victoire qui a mis une décennie à arriver. Dehors, la ville poursuivait son rythme effréné. Mais là, entre ces quatre murs, il n'y avait que cela, un avenir qui, pour la première fois, ne me faisait pas peur. Parce que je l'avais dessiné. Brique par brique. Courage pour courage. Et personne, aucun homme, aucun fantôme n'allait le faire tomber. Le producteur avait à peine fini d'expliquer le concept qu'il connaissait déjà ma réponse. Non pas par arrogance, mais parce que j'ai reconnu dans cette invitation la même étincelle que j'ai vue dans les yeux d'Emma lorsqu'elle a présenté le projet de refuge pour la première fois, l'opportunité de transformer la douleur en quelque chose de plus grand. Ils vont vouloir du sang, prévint Jacob, passant ses doigts le long du bord du verre de whisky comme s'il pouvait deviner l'avenir dans les gouttes ambrées. Il ne s'agit pas seulement de briques et de béton. Il s'agit de vous. Et les gens comme lui, un vague geste vers l'écran de l'ordinateur portable, où le nom de Richard résonnait encore comme un flou à d'or quand on leur donne le couteau et la carte des veines. Je me suis penché en avant, les coudes sur la table en bois sombre, et j'ai souri. Pas le sourire poli que j'affichais lors des réunions, mais celui qui apparaissait lorsque la vie s'alignait enfin sur mon rythme. Alors ne donnons le couteau à personne. Jacob haussa un sourcil mais ne dit rien. Il connaissait déjà ce ton de calme avant la tempête, le calme avant le coup sûr. J'ai pris le bloc-notes que j'avais toujours dans mon sac, aux pages jaunies par le temps et l'habitude de griffonner des idées à tout moment, et j'ai tracé une ligne de démarcation sur la page. De côté, dis-je, le stylo appuyant avec emphase sur le papier. Ce qu'ils veulent entendre et ce qu'ils ont besoin d'entendre. Sur le côté gauche, j'ai écrit « Victime ». Héritière. Femme qui a trébuché sur le succès. Des mots que Richard utiliserait, que Marcus Chen avait déjà subtilement fait allusion, que la presse adorerait mâchouiller comme une charogne. Sur le côté droit, j'ai écrit seulement 3 phrases. J'ai choisi ça. J'ai construit ça. Je ne demande pas la permission. Jacob a regardé par-dessus mon épaule, et quand ses yeux ont rencontré les miens, il y avait là une fierté qui n'avait pas besoin de mots. Vous allez inverser la tendance, murmura-t-il. Non. J'ai fermé le bloc d'un clic sec. Je vais le réinitialiser. L'équipe de tournage est arrivée un matin d'avril, alors que le refuge de Brooklyn respirait déjà la vie.
Les murs, autrefois un squelette d'acier, portaient désormais des couleurs, les peintures murales d'aimants, les bancs courbés comme des bras accueillants, les fenêtres qui captaient la lumière du soleil et la distribuaient comme un cadeau. Des caméras étaient placées dans les coins, des microphones discrets fixés au revers, mais je n'étais pas intimidée. S'il y avait une chose que des années de silence forcé m'avaient apprise, c'était le pouvoir de combler les vides avec ma propre voix. Pourquoi l'architecture? A demandé la réalisatrice, une femme aux yeux perçants et au sourire qui ne cachait pas sa véritable curiosité. J'aurais pu parler d'esthétique, de fonctionnalité, de poésie des espaces. Mais ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Parce que l'architecture est le seul art qui ne permet pas de détourner le regard, répondis-je en empruntant le couloir central du refuge, où chaque pas résonnait comme une promesse. Il faut passer par là. Il faut y vivre. Et si vous le faites correctement, cela vous rendra quelque chose de mieux que ce que vous avez reçu. La caméra m'a suivi dans la salle communautaire, où les enfants du quartier peignaient sur des chevalets offerts par la Fellowship. Une fillette avec des tresses, âgée de 8 ans à peine, brandissait le dessin, une maison avec une cheminée fumante et un soleil souriant. C'est magnifique, dis-je en m'accroupissant à son niveau. C'est vous l'architecte ici? Elle hocha la tête, sérieuse, comme si elle portait le poids d'un secret important. Alors dis-moi, de quoi a besoin cette maison? Une grande porte, répondit-il sans hésitation. Pour que tout le monde puisse s'adapter. La réalisatrice a baissé la caméra pendant une seconde et j'ai vu dans ses yeux le moment précis où elle a compris. Il ne s'agissait pas de moi. Je ne l'avais jamais été. Quand est venu le temps de parler du passé, je n'ai pas utilisé d'euphémisme. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas fait petit. Il ne m'a pas frappé, dis-je en regardant directement dans l'objectif, comme si je m'adressais non pas à un public mais à la version de moi-même qui tremblait encore au bruit des portes qui claquaient. Cela aurait été plus facile. La violence laisse des traces. Vous pouvez le montrer à un juge, à un médecin, au monde entier. Mais ce qu'il a fait, c'était comme se noyer dans du miel. Assez doux pour vous faire vous demander si vous étiez réellement en train de vous étouffer. Jacob se tenait à côté de moi, immobile, mais sa présence était un bouclier. Tu n'avais pas besoin de me tenir la main. Il suffisait d'être là. Voici la différence, ai-je poursuivi en désignant les murs d'enceinte, les visages des jeunes designers travaillant désormais dans les bureaux de la Fellowship. Il a essayé de me convaincre que je ne méritais pas de prendre de la place. Et aujourd'hui? Je ne fais pas qu'occuper. Je crée de l'espace. Pour eux. Pour elle, j'ai montré la fille aux tresses qui traversait maintenant la cour en courant en riant. Pour tous ceux à qui on a déjà dit que ce n'était pas suffisant. Le réalisateur n'a plus posé de questions. Il n'était pas nécessaire. Le soir de la première du documentaire, j'ai regardé les premières minutes seul au bureau, avant la projection publique. Les images du refuge, les voix des bénéficiaires, les témoignages des boursiers, tout cela, c'était comme l'entendre, la ville, respirer pour la première fois. Lorsque mon visage est apparu à l'écran, je n'ai pas vu la femme qui s'était autrefois recroquevillée dans le coin de l'appartement qu'elle partageait avec Richard, comptant les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse partir sans provoquer de scène. J'ai vu un inconnu familier, quelqu'un qui avait appris à transformer les cicatrices en fondation. Jacob entra sans frapper, 2 verres de vin à la main. « Et là ?» a-t-il demandé en en offrant un. « Comment vous sentez-vous » ? « Prends-le, répondis-je, surpris par l'honnêteté du mot. Comme si j'avais enfin rendu un poids que je n'avais jamais apporté. Il a souri, et dans ce sourire il y avait un écho de toutes les nuits où il m'a suivi jusqu'au bord de la falaise et m'a rappelé que je pouvais voler. Théodore aurait adoré ça, dit-il en levant son verre. Mais pas autant que moi. Nous avons porté un toast au son des rires des enfants dans la cour en contrebas, au bruit de la ville qui vibrait désormais en harmonie avec quelque chose que j'avais contribué à construire. Et pour la première fois, ce n'était pas l'avenir qui me faisait peur. C'était l'idée que je n'avais peut-être pas encore rêvé assez grand. L'air de la pièce devenait épais, lourd du poids d'un numéro qui, il y a un an, m'aurait fait frissonner. 300 millions. Un chiffre qui, pour celle qui avait déjà tout perdu, devrait sonner comme une rédemption. Mais là,
Entre ces murs qui sentaient encore la peinture fraîche et le café fort, je ne sentais que le goût amer d'une ironie cruelle. Marcus Chen. Ce nom sonnait comme un écho déformé de toutes les fois où on m'a dit que je n'étais pas assez. Qu'une femme ne pouvait pas diriger. Que des rêves comme les miens étaient frivoles, que l'innovation était un risque que seuls les imbéciles prenaient. Il avait essayé de me briser pour mon prestige, pour ma réputation, pour des clients qui fuyaient comme des rats d'un navire en perdition. Et maintenant, alors qu'il ne pouvait pas me couler, il voulait m'acheter. C'est une offre généreuse, murmura Patricia en ajustant ses lunettes avec ce geste calculé qui précédait toujours ses mouvements les plus rusés. Financièrement, c'est une affaire imbattable. Jacob croisa les bras, ses jointures blanches à force d'être si serrées. Généreux? Sa voix était basse, mais coupante comme une lame. Ce n'est pas de la générosité. C'est une reddition déguisée. Il veut notre nom, nos projets, notre âme, pour ensuite les enterrer sous le poids de sa médiocrité. J'ai regardé les pages du contrat, où les zéros s'alignaient comme des soldats en formation. Chacun d'eux a crié des promesses que j'avais déjà entendues, sécurité, stabilité, fin des combats. Mais entre ces lignes froides, il n'y avait pas de place pour les rires des enfants du refuge d'Emma, ni pour l'étincelle dans les yeux des boursiers qui présentaient leur premier projet. Il n'y avait pas de place pour l'héritage de Théodore, qui n'était pas fait de béton et d'acier, mais de gens qui, comme moi, avaient appris à voler. Sophie? La voix de Patricia a brisé le silence, rempli d'une attente à laquelle je ne me sentais plus obligée de répondre. J'ai levé les yeux et j'ai souri. Pas le sourire tendu de quelqu'un qui négocie, mais le sourire calme de quelqu'un qui connaît déjà la réponse. Nous le rejetons. Le murmure qui suivit fut presque comique. Quelqu'un s'est étouffé avec son café. Un autre laissa échapper un « mais » étouffé. Seul Jacob restait immobile, les yeux fixés sur les miens, comme s'il savait déjà ce que j'allais dire avant même que les mots ne prennent forme. Hartfield d'architecture n'est pas à vendre, continuai-je en fermant le dossier d'un dernier geste. Pas à ce prix-là. Pas à n'importe quel prix. J'ai fait une pause, laissant le poids des mots pénétrer. Marcus Chen ne veut pas acheter d'entreprise. Il veut acheter le droit d'effacer ce que nous avons construit. Et ça? J'ai montré la fenêtre, où la ville brillait au-delà de la vitre, une mer de lumière qui reflétait des rêves bien plus grands que le sien. Cela n'a pas de prix. Patricia ouvrit la bouche, mais je fermai les yeux une seconde, sentant le pouls de ma propre conviction. S'il veut rivaliser avec nous, qu'il concourt. Si vous voulez innover, innovez. Mais il ne volera pas ce qui nous appartient. Pas aujourd'hui. Non jamais. Le silence qui suivit fut brisé par le bruit d'un stylo grattant du papier. Jacob a signé quelque chose, je ne sais pas quoi, ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le sourire qu'il m'avait fait ensuite, ce même sourire qui, des mois auparavant, m'avait rappelé que je savais encore me battre. Je pense que nous avons une lettre à écrire, dit-il en repoussant sa chaise. Un refus très poli, bien entendu. Nous rions. Et dans ce rire, il y avait le bruit de toutes les portes que nous avions fermées derrière nous, celles de la peur, celles du doute, celles qui nous disaient que nous n'y arriverions pas. Mais il y avait aussi l'écho de ceux que nous avions ouverts, ceux des rêves que nous avions osé rêver, des vies que nous avions touchées, de l'avenir qui, désormais, ne nous faisait plus peur. Parce qu'après tout, ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de prouver, une fois de plus, que certaines choses ne sont pas négociables. Cette offre pourrait effacer tout ce que Théodore avait construit. Mes doigts ont parcouru le document pour la 3e fois, chaque clause confirmant ce que mon instinct me criait déjà, une prise de contrôle complète signifiait abandonner non seulement le contrôle de l'entreprise, mais aussi l'âme même qu'il avait tissée dans chaque ligne, chaque projet, chaque mur qu'il avait érigé pour abriter non seulement des bâtiments, mais des idées. Ah, non, coupa le souffle avant que je puisse peser les mots. Ferme. Irréversible. Aucune marge de négociation. Patricia haussa les sourcils, mais son visage se ramollit comme de la cire dans un feu. Sophia, c'est 300 millions de dollars. Une somme qui redéfinirait des vies, qui achèterait des îles, qui ferait taire les doutes à jamais. Cela change tout. Pas besoin, répondis-je,
et ma voix ne trembla pas. Théodore n'a pas construit cette entreprise pour qu'un Marcus Chen l'achète et la démonte comme la coque d'une vieille voiture. Il n'a pas passé sa vie à prouver que l'architecture pouvait être un acte d'humanité juste pour que je puisse la vendre au premier prédateur avec une cravate qui viendrait avec un gros chèque. La réponse est non. Un silence. Puis les membres du conseil échangèrent des regards rapides, presque imperceptibles, avant de sourire à l'unisson, comme s'ils avaient répété. Patricia fit glisser une autre enveloppe sur la table, cette fois avec un geste presque respectueux. C'est exactement ce que nous attendions de votre part. Mon cœur fit un bond traître. Quoi? Théodore a prédit ce moment. Votre testament contenait une clause scellée, que nous n'avons pu révéler qu'après avoir passé un an en tant que PDG, et refusé une offre de rachat majoritaire. Elle fit une pause, laissant le poids des mots s'installer. Il a créé un fonds supplémentaire. 30 millions de dollars. Aucune restriction. Et, comme s'il savait que j'aurais besoin de plus que des chiffres, il ajouta, votre lettre dit que c'est une récompense pour avoir compris que certains héritages sont inestimables. La pièce tourna légèrement. Ma gorge s'est serrée, non pas à cause de l'avidité, mais à cause de quelque chose de bien plus dangereux, la reconnaissance. Théodore, toujours 3 longueurs d'avance, m'apprenant toujours, même maintenant, de l'autre côté de la mort. Jacob toucha mon bras, sa voix basse comme un secret. Il t'a testé. Je secouai la tête, entre rire et étonnement. Oui, il l'a testé. Mais pas hors de contrôle. Il y a un an, j'aurais été furieux de la manipulation. Maintenant, j'ai compris. Il ne mesurait pas mon obéissance. Je prouvais ma force. Montrer que je pouvais diriger, pas seulement hériter. Comment vous sentez-vous? Demanda Jacob. Je regardais mes mains, la table, l'enveloppe qui semblait désormais vibrer de l'énergie de Théodore. Comme s'il me connaissait mieux que moi-même. Il y a un an, j'aurais hésité. Aujourd'hui, cette entreprise n'est plus seulement son héritage. C'est le mien. Et ce n'est pas à rendre. Le vote pour nommer Jacob que PDG a été unanime. Les applaudissements résonnaient sur les murs en bois de la salle, mais à la fin de la réunion, Patricia s'approcha, le visage avec une tendresse que je n'avais jamais vue auparavant. Il y a encore une chose, dit-elle en tendant une petite boîte en velours. Théodore a laissé des instructions pour vous le donner, après qu'il ait réussi le test d'acquisition. Mes doigts tremblaient lorsque je l'ouvrais. À l'intérieur, une fine bague en argent, gravée de lignes qui s'entrelacent comme les lignes d'un plan. En dessous se trouvait une note de l'écriture impeccable de Théodore. Sophia, si tu lis ceci, tu as réussi mon dernier test. Cette bague appartenait à Eleanor, ma femme, ta grand-tante, que tu n'as jamais rencontrée. Elle était architecte à une époque où les femmes n'avaient pas de voix, et pourtant elle l'a construite. Elle n'a jamais compromis sa vision. Quand elle est morte, j'ai promis de la donner à quelqu'un digne de son héritage. Cette personne, c'est toi. Construisez avec courage. Vivez avec audace. Et ne la laissez jamais, jamais vous rendre petit. Je suis fière de toi. J'ai tracé les lignes gravées dans le métal avec mon pouce, et c'était comme si Théodore était là, son ton calme, presque enjoué. Maintenant, tu comprends enfin ce qu'est un héritage, n'est-ce pas? Ma vision est devenue floue. Ce n'était pas des larmes de tristesse. Il s'agissait d'appartenance. La bague a glissé à mon doigt comme si elle avait toujours été à moi. Bien sûr que oui. Théodore avait tout orchestré avec une précision qui frôlait le surnaturel, même cela. Cette nuit-là, je me trouvais dans le studio qu'il avait conçu pour moi 8 ans plus tôt, l'horizon de Manhattan brillait à travers la vitre comme une carte des possibilités. La bague d'Eleanor captait la lumière de la ville, la reflétant dans des motifs qui dansaient sur les murs. Jacob apparut sur le seuil, la voix murmurait. Un sou pour vos pensées? Je me suis retournée, avec un sourire mi-étonnement, mi-reconnaissance. Théodore a planifié chaque pièce. L'héritage. Le conseil. L'offre de reprise. Il a créé des obstacles comme un architecte construisant des fondations non pas pour me renverser, mais pour me soutenir. Chaque test était une leçon déguisée.
Devenir la femme qu'il savait que je pourrais être. Jacob se rapprocha, son corps chaud contre mon dos alors qu'il posait son menton sur mon épaule. Êtes-vous en colère? Non. J'ai souri en fermant les yeux un instant. Je suis reconnaissant. Il ne m'a pas seulement donné une entreprise. Il m'a donné la preuve que j'en étais capable. Sans eux, je douterais peut-être encore. Peut-être qu'il était encore petit. Ses bras m'enveloppèrent d'une force qui était à la fois refuge et encouragement. Tu sais ce que je pense, murmura-t-il. Théodore savait déjà que tu réussirais tous les tests. Parce que vous avez quelque chose que Marcus Shen, ce Richard, que des hommes comme eux n'auront jamais. Quoi? L'instinct de construire au lieu de détruire. Voir le potentiel là où d'autres voient des problèmes. De placer les gens au-dessus du profit. Sa voix était rauque d'émotion. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi. Non pas parce que vous avez hérité de l'empire de Théodore, mais parce que vous regardez le monde et voyez quelque chose qui mérite d'être amélioré. Je tournoyais dans ses bras, ma voix étant un fil de soie. Je t'aime. Tu étais mon partenaire dans tout. Il hésita. Ses yeux, toujours aussi sûrs, brillaient désormais d'une lumière nerveuse, presque enfantine. En parlant de partenariat, sa main disparut dans la poche de sa veste. À son retour, une petite trousse en velours suivit. À l'intérieur, une bague. Simple. Éternelle. Comme les meilleures choses. Sophia Hartfield, dit-il, et sa voix était le seul son de l'univers. Il ne s'agit pas d'un quelconque test. Il ne s'agit pas de délai. C'est parce que chaque jour à tes côtés est meilleur que le précédent, et je veux vivre ces jours toute ma vie, te regarder changer le monde. Il s'est agenouillé, mais pas par formalité, par respect. Veux-tu m'épouser? Pendant un instant, je ne pus que le regarder. Pour la bague? Au studio qui était autrefois le rêve de Théodore et qui était maintenant le centre du mien. 1 an plus tôt, j'étais mariée à un homme qui avait besoin de me réduire pour me sentir grande. Voilà quelqu'un qui voulait juste me voir voler. Oui, murmurai-je, et ce mot éclata en rire et en larmes à la fois. Oui. Absolument. Oui. Il fit glisser la bague à côté d'Éléanore et ensemble, ils brillèrent l'un symbole d'héritage, l'autre d'un nouveau départ. Jacob sourit, sortant déjà son téléphone portable de sa poche. On prévient tout le monde ce soir? En fait, dit-il, ses doigts dansant sur l'écran, j'ai déjà envoyé un texto à Margaret. Elle refroidit le champagne. Il a dit qu'il attendait ce moment depuis le jour où tu as emménagé ici. Lorsque nous descendîmes, Margaret nous attendait radieuse, 2 verres à la main, les yeux humides. Enfin, dit-elle. Monsieur Théodore serait si fier. J'ai ri à travers mes larmes. Le connaissant, il y avait probablement déjà un plan pour ça aussi. Peut-être même une lettre expliquant à quel point nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Margaret rit, mais son sourire était entendu. En fait, elle se dirigeait déjà vers le bureau de Théodore, il l'a. L'enveloppe était scellée de son écriture impeccable, adressée à nous deux. La date m'a figé, 1 semaine avant son décès. Jacob l'ouvrit avec précaution. Nous lisons ensemble. Jacob et Sophia, si vous lisez ceci ensemble, alors mon plan a réussi au-delà de ce que j'osais rêver. Jacob, tu as été comme un fils pour moi. Sophia, tu as toujours été la fille que je n'ai jamais eue. Je ne peux pas imaginer de meilleures personnes pour diriger mon entreprise, ou pour être l'une pour l'autre. Construisez quelque chose de beau ensemble. Et pour l'amour de Dieu, ne nommez pas de petit enfant Théodore. Ce nom a déjà. Conseiller matrimonial, oui, il avait insisté sur une thérapie, mais seulement pour que le professionnel certifie, dans des rapports, que j'étais l'instable. Chaque mot de Victoria était un couteau tranchant, démantelant pièce par pièce la façade de Richard. Le juge, un homme à l'expression sévère et aux yeux qui ne manquaient jamais de détails, feuilletait les documents avec un calme qui rendait son air lourd. Lorsqu'il leva les yeux, il se dirigea directement vers Richard. « Monsieur Foster, dit-il avec une lenteur qui ressemblait à une phrase. Vous décrivez un comportement qui va bien au-delà d'un désaccord conjugal.
On parle de destruction systématique d'une carrière, d'une identité. Il fit une pause, tournant une page de mon cahier ouvert posé sur la table. Aujourd'hui, il a caché mes clés et Harry quand je lui ai demandé où elles étaient. Il a dit que je devais apprendre à lui faire confiance. Puis il a annulé mon rendez-vous avec l'entreprise de Chicago. Un autre. Cette fois, il a inventé que j'étais malade. Le juge a fermé le cahier d'un coup sec. Ce n'est pas du soutien, monsieur Foster. C'est une restriction. Richard bougea sur son siège, son masque de supériorité se brisant. Son avocat lui a murmuré quelque chose, mais il l'a ignoré, ses doigts blancs à force d'être si serrés. Je l'observais, non avec haine, mais avec une clarté glaciale. Cet homme n'était plus un monstre sous mon lit. C'était juste un petit homme exposé. Victoria ne lui a donné aucun répit. Et ici, a-t-elle poursuivi en projetant un email sur l'écran de la salle d'audience, Monsieur Foster écrit à l'associé de Hartfield et Associates, 3 mois avant le divorce, Sophia est émotionnellement instable. Ne l'engagez pas. Ce serait un risque pour votre réputation. Elle se tourna vers le juge. Ce n'est pas un problème, Votre Excellence. C'est de la calomnie calculée. Il ne voulait pas qu'elle travaille. Point. L'avocat de Richard a tenté d'intervenir, mais le juge a levé la main. Assez. Son regard se tourna vers moi. Madame Hartfield, avez-vous quelque chose à ajouter? J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était plus Sophia qui tremblait en parlant, qui baissait la voix pour ne pas déranger. C'était la femme qui avait reconstruit chaque morceau d'elle-même, brique par brique, dans les structures qu'elle conçoit désormais. Je veux juste qu'il soit clair, dis-je fermement, que je ne suis pas là pour me venger. Je suis ici parce que des hommes comme lui comptent sur notre silence. Ils nous disent que nous aurons honte, que nous reculerons, que nous préférerons avaler la vérité plutôt que d'y faire face. J'ai serré mes mains devant moi, sentant la bague de fiançailles refroidir contre ma peau. Mais je ne suis plus la personne qu'il a connue. Et pour la première fois, cela me remplit de fierté. Jacob m'a tenu la main sous la table. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qu'il souriait, ce sourire qui disait ça, exactement ça. Le juge hocha lentement la tête avant de se tourner vers Richard. Monsieur Foster, vous avez jusqu'à demain pour présenter une proposition de règlement qui comprend, il a commencé à compter sur ses doigts, 1. Le retrait immédiat et irrévocable de la poursuite contre Madame Hartfield, 2. Une déclaration publique reconnaissant que les allégations d'abus des biens matrimoniaux sont infondées, et 3. Ici il s'est arrêté, regardant Richard dans les yeux, un don substantiel, qui sera déterminé par ce tribunal, à une organisation soutenant les femmes en situation de violence psychologique. Sinon, il joignit les mains, nous procéderons au procès complet. Et croyez-moi, après ce que j'ai vu aujourd'hui, je doute que le résultat vous plaise. Richard ouvrit la bouche, la referma. Son avocat avait l'air sur le point de s'évanouir. Votre Excellence, c'est un abus de... Non, le juge l'a interrompu. L'abus a déjà eu lieu. Maintenant, nous parlons de justice. En quittant le palais de justice, l'air de décembre m'a mordu la peau, mais je l'ai à peine senti. Margaret nous attendait dehors, les yeux brillants. Tu étais magnifique, murmura-t-elle en me prenant dans ses bras. Théodore serait si fier. Jacob enroula ses bras autour de mes épaules, son souffle chaud contre ma tempe. Et maintenant? Je me retournai vers le bâtiment où Richard était toujours prisonnier de ses propres mensonges. Maintenant, soyez, nous construisons. Les larmes coulaient de manière incontrôlable, non pas de tristesse, mais de cette gratitude qui brûle comme un feu propre. Jacob enroula mes doigts autour des siens, mes jointures encore marquées par des années de crayons et de règles, tremblant maintenant contre le papier qui portait l'héritage d'un homme qui avait cru en moi avant même que je sache croire en moi. Il l'a toujours su, n'est-ce pas? Murmurai-je, plus à l'univers qu'à Jacob. Qu'on arriverait ici. Jacob n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il prit l'un des blocs-notes et passa son pouce sur les lignes précises d'un centre communautaire que Théodore avait imaginé pour un quartier oublié de Détroit. Les caractéristiques étaient les siennes, la signature indubitable de quelqu'un qui a conçu non seulement pour les yeux, mais pour l'âme.
Construisons-les, dit-il doucement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Tout le monde. Et c'est ainsi qu'est née la Fondation Artfield Théodore, non pas dans une salle de réunion stérile, mais là, au milieu des rires et du champagne renversé, avec l'odeur d'un jardin nocturne et le poids d'un avenir qui, pour la première fois, n'appartenait pas à nous seuls. Il appartenait à toute personne qui s'était déjà sentie invisible entre quatre murs. Dans les mois qui suivirent, les gros titres changèrent. Sophia Artfield lance une initiative révolutionnaire pour démocratiser l'architecture, s'est répandue comme une traînée de poudre. Des donateurs qui ne s'étaient jamais souciés des causes sociales ont soudain voulu y participer. Les universités ont proposé des partenariats. Les maires des petites villes, celles que les médias ignoraient, nous écrivaient des lettres à la main, nous implorant, venez. Nous avons besoin de vous ici. Richard, bien sûr, a tenté une dernière fois de s'accrocher à l'attention. Il a accordé une interview pathétique à un tabloïd tiers, qualifiant le projet de « encore une autre performance narcissique de Sophia ». L'article est sorti le jour même où nous avons brisé la pierre angulaire du centre communautaire Eleanor Artfield, du nom de ma grand-mère, la femme qui cousait des rideaux pour cacher les fissures dans les murs mais qui rêvait de fenêtres laissant entrer le monde. Il pense toujours que nous nous en soucions, commenta Jacob, jetant le journal à la poubelle alors qu'il ajustait son casque. Je n'ai même pas pris la peine de regarder en arrière. Laissez-le, dit-il en ramassant l'appel de cérémonie. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de ciment. Et lorsque la première pelletée de terre a été retournée, sous les caméras et les applaudissements des habitants du quartier, j'ai su que Théodore avait raison depuis le début. L'architecture n'est pas une question de pierre ou d'acier. Il s'agit du premier souffle de quelqu'un qui entre dans un espace et pense, ici, j'appartiens. Cette nuit-là, de retour dans l'appartement que Jacob et moi partagions maintenant à loft dans le même immeuble où Théodore avait vécu, avec des fenêtres si larges qu'elles semblaient embrasser la ville, j'ai trouvé Margaret assise à la table de la cuisine, une enveloppe jaunissante dans les mains. C'est arrivé aujourd'hui, dit-elle en le faisant glisser vers moi. Le sceau était vieux, c'était l'écriture de Théodore. À l'intérieur se trouvait une seule clé en laiton et une note. Pour quand tu seras prêt. La maison sur la colline. J'ai toujours su que tu la remplirais de la vie que tu mérites. T. Jacob n'avait pas besoin de demander. Il était déjà en train de récupérer ses clés de voiture. Voyons ce qu'il nous a laissé, a-t-il dit, et j'ai ri, car bien sûr, il le saurait. Bien sûr, Théodore aurait même prévu cela. La route sinueuse menait à un endroit que je n'avais pas vu depuis que j'étais enfant, une propriété que ma famille avait perdue il y a des décennies, que Théodore avait dû acheter tranquillement, en attendant. La maison était encore debout, un peu altérée, mais avec de bons ossatures. Un large porche, des fenêtres cintrées, un chêne centenaire dont les branches semblaient protéger les lieux. Il voulait que nous reconstruisions, murmurai-je, passant mes doigts le long du bois de la porte, sentant les couches d'histoire sous mes doigts. Pas seulement les bâtiments. Nous. Jacob m'a tiré contre lui, son cœur battant au rythme du mien. Alors allons-y, dit-il, aussi simple que cela. Et là, sous un ciel étoilé qui semblait pas rien que pour nous, j'ai enfin compris, Théodore ne nous avait pas laissé de maison. Il nous avait laissé une invitation. Vivre. Créer. Être, sans peur, tout ce que nous sommes censés être. Extraordinaire. Parce que les fondations les plus solides ne sont pas celles qui n'ont jamais été ébranlées, ce sont celles qui, après avoir été brisées, ont appris à supporter le poids de rêves plus grands. Théodore le savait. Il avait construit non seulement des bâtiments, mais aussi des ponts entre ce que nous étions et ce que nous pourrions devenir. Et là, avec la ville à nos pieds et l'avenir entre nos mains, j'ai ressenti l'écho de sa voix non pas comme un souvenir, mais comme un courant vivant, qui m'entraînait en avant. Jacob m'a serré la main, ses doigts entrelacés avec les miens comme si nous étions deux colonnes soutenant le même arc. 5 ans, répéta-t-il, comme s'il n'y croyait toujours pas, et regardez ce que nous avons fait. J'ai regardé. Pas au gratte-ciel qui portait désormais notre nom, pas aux récompenses poussiéreuses sur les étagères des bureaux, mais aux choses qui ne pouvaient pas être mesurées en pieds carrés ou en bénéfices trimestriels. Pour celle qui, il y a 10 ans, tremblait devant un porte-bloc vide, persuadée qu'elle n'avait rien à offrir.
Pour l'homme à côté de moi, qui a choisi de rester quand le monde m'a dit d'abandonner. Pour les mains des centaines, des milliers qui suivent désormais nos projets non pas en tant que clients, mais en tant que complices d'une idée plus vaste, que les espaces peuvent guérir, que les murs peuvent embrasser, que les plafonds peuvent être des abris non seulement pour les corps, mais aussi pour les âmes. Ce n'est pas ce que nous avons fait, corrigeai-je en me tournant vers lui. C'est ce que nous allons encore faire. Parce que les legs ne sont pas des statues. Ce sont des graines. Et celles que Théodore a plantées en moi n'ont cessé de germer, elles se sont multipliées, s'étendant comme des fissures dans la façade d'un monde qui se veut rigide. Chacun d'eux était une invitation, à oser, à se tromper, à recommencer. Loin en dessous, parmi les lumières qui scintillaient comme des étoiles terrestres, il y en avait la preuve. Le refuge pour femmes en transition, avec ses jardins suspendus là où il n'y avait autrefois que du béton. L'école d'art aux murs de verre, car Théodore a toujours dit que la lumière est le meilleur matériau de construction. Les bancs publics qui n'étaient pas seulement des sièges, mais des invitations pour les étrangers à devenir voisins. Tout cela, chaque ligne, chaque angle, chaque espace qui respirait l'intention était la réponse à la question qui me hantait depuis des années. Que reste-t-il quand tout s'effondre? Cela reste. Il reste certain que, lorsque l'on construit avec les mains sales à cause de la lutte et un cœur plein de détermination, même les ruines peuvent devenir des fondations. Il reste le droit de regarder en arrière non pas avec honte devant les cicatrices, mais avec fierté devant les ponts qu'elles nous ont permis de créer. Ce qui reste avant tout, c'est la permission d'être imparfait et grand à la fois, car c'est dans les interstices, dans les fractures, dans les articulations mal ajustées que la lumière peut pénétrer. Jacob pencha la tête, ses yeux brillant avec le reflet des lumières de la ville. Il serait fier, murmura-t-il. J'ai souri, parce que c'était vrai, mais pas de manière évidente. Théodore ne serait pas fier des bâtiments, des objets ou des palmiers. Il serait fier des moments où nous choisissions de rester alors qu'il était plus facile de partir. De nuit blanche à repenser les plantes non pas pour la perfection, mais pour leur donner du sens. Des larmes versées sur les modèles qui se sont effondrés, juste pour que nous puissions apprendre à mieux les construire. Il serait fier, avant tout, que nous ayons transformé la douleur en briques et le doute en fenêtres, car c'est ainsi qu'on construit une maison, non pas avec la peur que tout s'effondre, mais avec la foi que, si elle s'effondre, nous saurons construire quelque chose d'encore plus beau à sa place. Il est déjà là, répondis-je en lui serrant la main. Dans chaque mur qui serre, dans chaque porte qui s'ouvre, dans chaque espace où quelqu'un se sent, pour la première fois, chez lui. Et puis, comme si l'univers lui-même était d'accord, une brise chaude a soufflé sur la terrasse, apportant une odeur de terre mouillée et de possibilités. Quelque part dans la ville, une porte s'est fermée. Dans une autre, une fenêtre s'est ouverte. Et entre ces deux son l'au revoir et l'invitation se trouvait tout ce que nous devions savoir sur la construction, sur l'amour, sur la vie. Jacob m'a rapproché, ses lèvres effleurant ma tempe. Prêt pour la prochaine usine? Je fermai les yeux une seconde, sentant le poids et la légèreté de la question. Parce que prêt était un mot trompeur. Personne n'est jamais prêt. Nous commençons simplement avec la peur, avec des cicatrices, avec des mains serrées et un cœur plein de si. Mais ça commence. Toujours. Non, admis-je en ouvrant les yeux pour rencontrer les siens. Mais je vais quand même le construire. Et quand il souriait, c'était comme si le ciel au-dessus de Hartfield s'ouvrait non pas pour nous engloutir, mais pour nous rappeler, le meilleur est encore à venir. Parce que c'était la vérité que Théodore avait gravée dans chaque poutre, chaque conception, chaque silence significatif, l'architecture ne dépend pas de ce que vous construisez. Il s'agit de qui vous devenez dans le processus. Et moi? J'étais devenue une femme qui ne craignait plus l'effondrement, car je savais qu'au milieu des décombres, il y aurait toujours un plan à redécouvrir. Une ligne droite prête à se transformer en quelque chose d'inattendu. Un espace vide désireux d'être rempli non pas de choses, mais d'histoires. Jacob m'a pris la main et nous avons descendu ensemble les escaliers de la terrasse, vers le bruit et la vie qui bourdonnaient en contrebas. Parce que les héritages ne se construisent pas en silence. Ils sont construits au milieu du chaos, les mains sales et le cœur prêt à se briser et à reconstruire autant de fois que nécessaire.
Et tandis que la ville continuait de vibrer autour de nous, je savais, avec une certitude qui n'avait pas besoin de mots, ce n'était que la couche suivante. Le béton était encore frais. Les murs, en attente de plus de couleurs. Et nous? Nous n'étions que les architectes imparfaits, têtus, inlassablement humains d'un monde encore en cours de conception. Alors construisons-le, pensait Jean serrant la main de Jacob alors que nous entrions dans la lumière. Brique par brique. Vérité pour vérité. Jusqu'à ce que même les ruines deviennent leur foyer.